certains d'entre vous ici travaillent à Cerbère ou avaient travaillé à Cerbère ou avec quelqu'un de membre de votre famille, si vous n'avez pas eu le privilège d'y être passé en tant que patient. Je vais donc vous dire quelques mots sur le sujet. Très sincèrement, alors que j'étudie le dossier depuis quelques mois maintenant, je ne comprends toujours pas à qui profite le crime, si ce n'est à l'hôpital de Perpignan. Pour faire court ici, et nous pourrons développer plus tard avec vos questions, ce n'est tout simplement pas une opération de santé, mais bien une opération immobilière. L'USAP, gestionnaire du centre, va détruire la poule aux œufs d'or pour construire à Perpignan un bâtiment qui servira pour plus de moitié à l'hôpital, qui sera locataire. Puisque l'hôpital n'a plus les moyens légaux et financiers de le faire à cause de la Cour des comptes, des déficits et de son taux d'endettement. Donc l'USAP sacrifie plus de 100 emplois et une offre de soins faisant perdre 80 lits de rééducation à l'offre publique, sachant que c'était le gros argument, c'était fallait délocaliser pour conserver une offre de soins de suite et de réadaptation dans le public. En fait, là, l'établissement de la Pilène, notamment, qui est du groupe Hartmann, ou quelque chose comme ça, a 2 ailes prêtes à accueillir ces 80 lits. Nous y trompons pas. Ce ne sont pas les 85 lits de masse et les 30 lits qui tiennent à la réserve ministérielle de Madame Neuville, donc à la durée de sa présence au gouvernement. 85 lits de masse, c'est pas assez rentable pour une structure comme l'établissement de Cerbère. Accepter la situation proposée, se résigner, c'est accepter le démantèlement le déménagement du territoire, loin de la notion d'aménagement du territoire qui a permis la création du centre, et d'accepter de faire payer à nos territoires un modèle imposé, loin de toute logique de santé, d'emploi, d'égalité des territoires. C'est accepter, c'est se résigner aux décisions d'élus qui ne nous représentent plus, se résigner aux décisions d'administration déconnectées. Nous, citoyens, avons le pouvoir des urnes, mais aussi le pouvoir de la parole et celui de l'écoute, pourvu qu'on soit rassemblés pour défendre les mêmes causes, l'intérêt général. Au travers de l'exemple de Cerbère, c'est tout un contexte qui se révèle. Un manque de prise en compte des usagers, un manque de concertation entre élus et usagers, et la rupture entre nos élus et la réalité que nous vivons, que vous vivez. J'ai 35 ans, je suis sociologue, j'ai fait ma thèse sur le site de Poly, et on aura l'occasion d'en reparler un peu là, je pense que j'ai un peu parlé dans les autres villages de Poly, on a un peu présenté ça, parce que vous savez que c'est une élection de nouveau format. On est 7 villages dans le canton maintenant, il y a la Côte-Vermeille, plus Argelès, Palot et Saint-André. Donc on est allé un peu visiter ces territoires, et qui font partie du territoire actuel, voilà, aujourd'hui. Et puis c'est une élection nouveau format parce que on est en 2015 et puis il y a des femmes qui sont donc les binômes des hommes pour être élus au conseil général dit départemental. Et ça c'est la vraie nouveauté. Donc voilà, je pense qu'il faut le prendre avec le sourire. En 2015 on vient taper à nos portes pour qu'il y ait des élus femmes dans les conseils départementaux. J'avais déjà été sollicitée quand j'avais 20 ans parce que pour les municipalités, c'était le début de la parité, donc je m'étais engagée sur une liste à l'époque à Bagnols-sur-Mer, qui n'a pas été élue, mais c'était mes premières pas dans la politique. J'avais 20 ans, j'en ai pas refait pendant 15 ans. Entre-temps, j'ai fait une thèse de doctorat, je suis partie 7 ans au Canada. Je suis revenue à Bagnols l'année dernière. Et mon engagement dans l'élection, elle a plusieurs formes. C'est d'abord les résultats de ma thèse qui m'ont poussé vraiment à repenser le territoire et voilà, d'avoir fouillé une historiographie, fait des entrevues avec les gens du territoire. Donc ça a été très important pour mon engagement. Et puis
L'autre, c'est les femmes ici, en effet. La question des femmes sur la côte, c'est pas évident au niveau de l'emploi. Donc ça, c'est ça. Puis les jeunes, moi je suis plus tellement jeune, je suis un peu entre deux âges aujourd'hui. Et puis dans ma jeunesse, j'ai voulu partir d'ici, j'ai voulu quitter. Je pense que la plupart des gens qui ont des enfants, il n'y en a pas beaucoup qui sont restés ici, ou en tout cas ceux qui sont restés, c'est ceux qui ont choisi de rester ici, de travailler à la vigne ou de travailler avec ce que le territoire il offre. Et c'est pas toujours facile, donc c'est surtout pour ça là, que je me suis engagée à tous ces pôles-là. Mais on aura l'occasion d'en discuter. Je vais laisser Marie-Edmonde se présenter parce que je pense que vous la connaissez pas. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Je me présente, je suis Marie-Edmonde de Mazzola. Je suis originaire de Corse et je vis ici depuis 23 ans. J'ai été commerçante et j'ai eu certains travail comme secrétaire dans des établissements commerciaux et à l'hôpital. J'ai eu aussi un commerce pendant 10 ans dans la région. Donc ça fait 23 ans que je suis ici. J'ai éventuellement eu un petit souci de santé. C'est pas trop évident d'en parler parce que c'est des choses qu'on n'aime pas trop étaler. Mais j'étais comme vous, et un jour, l'handicap m'a frappé. Je suis atteinte de syndrome de Guillain-Barré, c'est une maladie qui paralyse les nerfs. Et j'ai été paralysée de la tête aux pieds, 2 jours dans le coma. Et j'ai été sauvée à l'hôpital, et je suis sortie paralysée de la tête aux pieds. Je me suis retrouvée à Cerbère. Et Cerbère, lui, m'a fait voir qu'on pouvait arriver à vivre quand même, mais en luttant contre tout. Je l'ai écouté et je me suis dit pourquoi pas. Et tout le monde m'a soutenu là-bas. Et aujourd'hui, je peux parler parce que je ne pouvais que communiquer par les yeux. Donc aujourd'hui, je peux vous parler et être présent devant vous et marcher. Et tout ça grâce à Cerbère. Alors comme je dis toujours, Cerbère, c'est un endroit que je ne connaissais pas. Mais j'ai appris à vivre, à naître. Parce que là-bas, c'est un berceau, le berceau de la nouvelle vie. Et je voudrais que tout le monde qui a un souci de santé un jour profite de ce que j'ai eu là-bas. Alors, je me suis inscrite à cette liste parce que j'ai trouvé que les hommes politiques n'entendaient pas la voix des citoyens. Et je me suis dit, c'est pas juste qu'on décide de notre santé, de notre travail, de notre vie, à notre place, sans nous demander quoi que ce soit. Alors j'ai trouvé que, de par ma présence, on peut peut-être le faire tous ensemble. Alors peut-être avec un peu de chance, votons tous, existons, et disons pour le 22, votons citoyens. Merci. Bonsoir messieurs, dames. Je suis Joël Kairat, j'ai 47 ans, 3 enfants. J'ai exercé durant 15 ans le métier de commerçant en fruits et légumes et produits frais. Je suis aujourd'hui artisan poissonnier en Catalogne du Nord et Catalogne du Sud. Je me suis engagé sur cette liste citoyenne pour inciter à diriger le département du Roussillon et la Côte-Vermeille vers l'agroéconomie et l'agroécologie, le développement durable. J'ai pris cette décision après avoir constaté de la souffrance, un sérieux déclin de notre agriculture conventionnelle. Je pense qu'il faut qu'on peut recréer de l'emploi dans le cru Banyuls par la viticulture biologique, la diversification des cultures, une autre dynamique. Je me suis engagé pour soutenir les petits pêcheurs qui pratiquent une pêche respectueuse. Certains m'expliquent qu'ils trouvent difficile de passer des heures à la pêche, puis s'occuper des ventes. Je veux leur donner les moyens pour la transformation, la commercialisation, en circuit court pour les particuliers, proposer des moyens logistiques pour fournir les professionnels. La pêche aussi est en déclin dans ce département, il faut s'en occuper. Je vais également m'intéresser aux démarches agroécologiques pour le développement de l'élevage. Je pense à la brebis rouge,
la chèvre de l'Albert, la vache de la Massa. Il faut s'intéresser aux démarches collectives d'agriculteurs français sur la fertilité des sols, la réduction de l'usage des produits phytosanitaires, donner les moyens à l'amélioration de la viabilité économique des exploitations. Voici en termes d'amélioration agricole. Je voudrais ajouter, concernant le bâtiment, qu'il existe en France des groupements d'artisans pour la rénovation thermique. Ceux-ci, en devenant plus compétitifs, font réaliser des économies aux propriétaires, locataires. Cette économie, elle se retrouve sur le marché local. Enfin, il faut donner du poids et des moyens aux associations sportives pour encadrer nos enfants de la Côte-Vermeille. Offrir à la jeunesse les moyens pour des activités correspondantes à leurs attentes. Donner aux associations culturelles les moyens de se développer. Eux ont les idées. Je vous remercie. J'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes peut-être les plus nombreux dans une de nos réunions publiques. On a décidé d'être honnête dans notre campagne dès le début, on l'est à la fin. Transparence totale. Non, voilà. Alors, c'est le problème que rencontre pas seulement notre liste, mais d'autres personnes qui ont été sur le terrain, parce que moi, évidemment, ma condition me permet pas tout à fait d'aller tracter comme les autres. Donc, j'ai pas eu ces retours-là forcément, mais voilà, les gens me disent que dans les autres salles, il y a plutôt pas grand monde non plus, quoi. Donc ça, c'est un constat un peu général. Après, nous, voilà, alors les gens ont du mal à se sentir concernés par cette élection qui déjà change de format, et effectivement, comme on le disait tout à l'heure, comme me rappelle Audrey, on se sent plus représenté de façon globale. Donc il y a un découragement qui est général et qui fait qu'on a de petites salles dans nos réunions, mais encore oui, ça n'empêche pas, même une soirée à 2 personnes dans la salle, on ne va pas dénoncer de la ville. On est resté 2 heures à discuter avec des débats de fond très enrichissants. Oui, non, mais voilà. c'est pas le nombre. C'est pas le nombre. Non, c'est l'affectif. Alors après, on a aussi la limite de nos moyens de simples citoyens qui n'avons pas un appareil politique derrière. On est soutenu par Europe Écologie Les Verts et par le Parti de gauche, mais on a leur soutien. On n'a pas été leur demander la lune. Donc on se débrouille avec nos armes et nos petits moyens. Et dans ce monde où le clientélisme a été fortement installé, on a du mal effectivement à exister, mais on essaie de le faire du mieux qu'on peut. Voilà tout ce que je peux vous répondre. Je voudrais dire une chose à propos de la santé, Cerbère et au-delà de Cerbère précisément, en regrettant aussi le découpage qu'on a fait, nous n'y pouvons rien, de ces nouveaux cantons, parce que la Côte-Vermeille, à un moment donné, on avait jugé utile de séparer la Côte-Vermeille d'Argelès. Maintenant, on a remis la Côte-Vermeille avec Argelès et 2 autres communes. Admettons, à la limite, mais tout un autre morceau de l'ancien canton d'Argelès, on a envoyé se balader du côté de Serré. Alors, il se passe des choses assez aberrantes de ce point de vue, parce qu'on est aussi nouveau sur cette base. Ça, c'est une chose. Et donc, moi, j'ai une remarque qui vaut encore plus évidemment pour l'ancienne Côte-Vermeille, c'est-à-dire toute la question de la santé. Je pense que non seulement il faut faire tout ce qui est possible pour que Cerbère reste sur place telle qu'est sa vocation, mais je pense, et nous avions un peu abordé l'année dernière ce sujet dans la campagne municipale à Bayous, qu'il faudrait renforcer
le secteur santé sur nos communes. Parce que si, par exemple, au lieu d'attendre indéfiniment de transporter une maison de retraite, soit à l'ancien CHM, soit ailleurs, le problème c'est qu'on la transporte nulle part pour le moment et que si ça continue, elle va finir par fermer. Or, en réalité, si on avait poursuivi le projet pour mettre cette maison de personnes âgées de retraite dans de bonnes conditions, on pouvait aussi, à côté, développer un centre de jour, développer des endroits où les gens, donc agrandir la possibilité de soins, notamment pour les personnes âgées qui sont nombreuses chez nous, qui ne peuvent pas se déplacer. Vous savez, moi en ce moment j'ai quelques soins de santé tout en me portant très bien. Je dois aller à Perpignan pour des examens médicaux ou ophtalmo 2 ou 3 fois dans la semaine. Je me porte bien, je peux conduire, ça va. Mais les gens, la quantité de gens qui ne peuvent pas le faire ou qui n'ont pas les moyens, c'est affolant. Alors, au lieu de mettre la proximité, c'est tout à fait possible. On sait très bien comment faire si on veut. Agrandir, augmenter la possibilité aussi d'aider les gens chez eux à domicile. Il y a des choses très bien qui se font à Magnus, mais il faudrait que ça se fasse partout et que ça se fasse encore beaucoup plus. Bon, j'arrête là-dessus parce que je voulais juste dire une autre chose à propos de du fait que vous êtes en campagne et que ça n'est ni simple ni facile. Je sais ce que c'est, j'ai vécu d'autres périodes. Mais je pense qu'il faut d'abord faire le maximum d'ici l'élection, même si c'est encore pour précisément, c'est le bouche à oreille, hein, c'est de dire à ses amis, voilà, c'est important, il faut à la fois aller voter et voter pour eux. Et puis je pense qu'il y a au-delà de ça, de votre part, une démarche citoyenne qui relaie d'autres qui ont existé, qui va en faire naître d'autres, et que le problème est là. C'est que vous êtes en train de dire, nous sommes ici, nous ne sommes pas comme les autres, nous nous battons contre l'austérité, contre toutes les difficultés que les gens rencontrent, et il faut que d'autres viennent avec nous. Et c'est une démarche aussi de long terme, mais c'est très très important. Alors, je vais pas... Très bien. Merci madame, vous avez effectivement abordé plusieurs sujets. Alors, je vais commencer par la santé. Pour ce qui est de Cerbère, effectivement, l'existant pourrait être renforcé, pourrait permettre, au lieu d'envisager de construire une maison médicale de proximité à Cerbère, pourrait permettre d'installer des médecins et servir plus largement qu'à Cerbère aussi aux gens de Banyuls, avec un plateau technique où quand même il y a un service de radiologie, il y a des kinés, il y a tout un tas de spécialités qui sont assumées à Cerbère. Il y a des médecins avant qui se déplaçaient de Perpignan pour venir suivre les patients de Cerbère, qui pourraient aussi suivre les patients de la Côte-Vermeille. Donc voilà, tout ça c'est une question, ça dépend comment on voit les choses. Et nos élus ont plutôt eu tendance à vouloir vider nos acquis pour les concentrer à Perpignan. Nous, on est effectivement dans la démarche inverse. La proximité dont vous parliez, elle est importante. La concentration à Perpignan, elle est contre-productive, tant pour les habitants que pour la santé en général. Donc voilà, notre lutte, elle s'inscrit vraiment... Les forces vives du territoire, il y en a des nouvelles, elles se sont un petit peu renouvelées. Il y a des projets quand même qui se sont faits, notamment le projet de pastoralisme là, auquel Olivier pourrait nous dire un mot s'il a envie bien sûr. Donc c'est tout le projet de regroupement pastoral qui en plus fait, j'imagine que vous savez de quoi il s'agit, qui fait en plus l'objet de recherches au CNRS, et en tout cas on a rencontré Valérie Retsch qui nous a parlé un petit peu de tout ce projet, et ça c'est des choses à encourager. Là c'est au-delà de toutes les temporalités d'élection, là ça c'est vraiment des forces vives qu'il faut garder, mettre en place, consolider. Après les autres forces vives, c'est l'association qui s'est fondée au fort de la Gaïne, où là ça fait 1 an qu'ils sont en train de réhabiliter un fort. Donc là par contre ça a été soutenu par la mairie de Port-Vendre, autant que le pastoralisme est soutenu par le conseil général, par la majorité départementale actuelle.
par l'Europe et tout ça. Donc non, il y a des gens qui font des choses, c'est des gens qui sont déjà intégrés parce qu'ils ont des emplois, parce que le premier intégrateur ici c'est l'emploi, et que ceux qui sont désaffiliés parce qu'ils sont inemployés quelque part, c'est plus difficile pour eux. Donc c'est vrai que les forces vives, elles ont des atouts et il faut les consolider. Et c'est ça, que ça soit autant avec la mairie de Port-Mende, la Gaïne ou le conseil général. Je pense que nous, en tout cas, notre but, c'est de fédérer ces gens-là au-delà de toutes les alliances et les obédiences politiques. Et on a envie de sortir de ces logiques-là. Et on n'a pas envie de voir des gens en face de nous qui se sentent menottés par des subventions et qui sont un petit peu emprisonnés, qui sont muselés. Ça nous fait peur. Puis Joël parlait de souffrance tout à l'heure, des agriculteurs ou des gens qui souffrent un peu de ce qu'on appelle le clientélisme, parce que oui, on pense que c'est toujours les mêmes qui ont droit aux choses, parce que oui, ça crée de la souffrance, ça crée même des peurs. On se dit, si ma subvention elle n'est pas renouvelée, qu'est-ce qui va se passer? Tout notre travail, comment il va être mis en valeur, comment il va se reconduire. Nous, on veut un peu sortir de ces logiques-là, quoi. On trouve que il est temps de le dire, de trouver qu'il faut, il faut dépasser ça. Donc voilà, je suis contente aussi de voir France qui est là. Enfin, il y a des gens que ça me fait très plaisir de voir. Et puis si on peut parler aussi des vrais acteurs du territoire, des vraies personnes qui sont les acteurs du changement, c'est ça. En tout cas, nous, on cherche à les rejoindre et qui se manifestent parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce qui se passe depuis des années? Qu'est-ce qui est fait de leur part pour enrayer c'est toujours la même conversation, c'est toujours le même plan, ça patine complet, il n'y a rien de fait. On a l'impression que même ceux qui ont le bonbon ici, qui le vivent pas trop mal, moi j'ai plein d'amis, je ne citerai pas de mon âge, qui sont là-bas depuis 30 ans et qui ont 25 peut-être. Et c'est quand même il y a une certaine souplesse et c'est relativement agréable. On dirait que personne n'est embêté d'avoir à déménager tout simplement. Et encore, si tant est qu'on les y emmène quelque part, ça me perturbe, ça m'embête un petit peu. D'autant plus que c'est quand même le fer de lance a priori de ce pourquoi vous bossez. Et c'est vrai que c'est ce qui, moi, je pense, est le plus visible et le plus important. C'est tout ce qui reste. On va dire le fer de lance, il n'y a pas que ça. Non, il y a plein d'autres choses. Mais donc, par exemple, qui sait qu'il y a de la Bérousse? Il n'y a personne. Qui sait qu'il y a des vignerons, à part... il manque, attends, merde quoi. Je comprends qu'on en ait marre, qu'on ne soit pas motivé, etc. Mais enfin, après, s'il n'y a personne nulle part, il n'y a rien quoi. Mais alors, il faut plutôt saluer les gens présents dans la salle, puisque c'est aux absents qu'il faudrait reprocher. Non, je ne reproche rien. C'est juste pas être là, et c'est pas le propos. Moi, je vais vous livrer plutôt un constat sur le centre Bouffin-Bersely par rapport à l'attitude du personnel. Moi-même, je n'arrive pas. J'y étais pendant un mois au mois de janvier. Là, je n'ai pas réussi à sentir le soutien ou l'envie ou qu'est-ce que les gens pouvaient penser, où ils en étaient de leur situation par rapport à ce démantèlement annoncé. Le sujet n'existe pas. Alors le sujet existe si, parce qu'il est très anxiogène, ça rend les gens malades, beaucoup sont en dépression, et là je peux vous dire ce que le personnel n'oserait peut-être pas vous dire, mais que la direction est maltraitante, que la directrice des soins a été mandatée pour être maltraitante, que voilà, c'est la situation actuelle, il faut être honnête, je le suis, c'est comme ça. Quand j'ai rencontré David là, pour cette élection qui m'a approché pour avoir une binôme, j'étais allée le rencontrer, j'ai rencontré aussi Marie-Edmonde à Cerbère et ça fait des années que je n'étais pas allée là et c'est vrai que c'était pas évident. Et ce qu'ils m'ont raconté, ça m'a fait penser à moi ce que j'ai vu dans ma thèse quand j'ai travaillé sur Polille, parce qu'ils me disaient le centre il va pas si mal, c'est pas nous les malades on est bien ici, les gens ont de l'emploi, c'est d'autres enjeux, ça nous dépasse, on est dans quelque chose qui nous dépasse. Bref, il y a une délocalisation, un déménagement. Puis, quand j'avais interviewé les anciens ouvriers de Poly, ils disaient en 84, quand l'usine elle a fermé, elle marchait bien l'usine. C'est parce que il y avait un projet de balnéarisation, parce que ça marchait plus avec le tourisme et de faire de la dynamite en plein Côte-Vermeille dans les années 80.
oui, c'était pas super valorisant de faire de la dynamite avec des touristes à côté, mais l'usine elle marchait bien, puis les gens ils ont été mis en pré-retraite, et puis il y a une centaine de personnes qui ont aussi perdu leurs emplois, et ça a commencé comme ça en 84, ça continue comme ça, on est en 2015, puis il y a le centre héliomarin, où il y a du monde ici qui pourront dire des choses aussi sur le centre héliomarin. On s'habitue, comme elle a dit. Il y a une usure. Mais c'est ça, il y a cette usure, et puis ben, on est dans les rues, dans la rue Saint-Pierre, on passe, il n'y a plus personne aujourd'hui, il y a un déménagement, une histoire de délocalisation, je pense qu'il faut se battre, on a un pays merveilleux, on le sait, puis on a un tourisme de masse qui détruit un peu les ressources, on sait que là il faut prendre conscience de nos ressources, il y a un tourisme solidaire à mettre en place, un tourisme durable et éco-responsable. Il y a des choses très bien qui se font en Cerbère. Nous, on a eu la chance de les rencontrer, ils sont venus dans notre comité de campagne, des gens de CAM des crèches sur la décroissance, et puis des gens qui font du vin bio, qui sont venus nous voir, qui ont dit il y a des chemins de randonnée à valoriser, il y a toutes des choses de découverte de nature, de faune, de flore, en tout cas des saveurs, des senteurs. On sait qu'il y a énormément de choses à valoriser ici, puis on ne le fait pas. Donc il est temps, on ne le fait pas. Pourquoi? Il y a des lobbies des fois. Hier, on était dans une réunion publique à Argelès. Il y a un monsieur qui a une association qui est venu nous voir qui s'appelle Droit au soleil pour les panneaux photovoltaïques. Il nous a raconté des choses que j'ai pas envie d'en parler là parce qu'on est filmé, mais ils nous ont raconté des choses assez impressionnantes sur les lobbies de comment ils n'ont pas pu mettre en place avec leur association ces histoires de panneaux photovoltaïques et que leur association Droit au soleil, elle est en train de dépérir. Donc oui, il y a des forces vives, mais c'est sûr qu'il ne faut pas qu'elles s'essoufflent. Et nous, le but de la liste citoyenne, c'est aussi de permettre que ces associations, ils ne s'essoufflent pas de l'incapacité qui est la leur de ne pas se faire entendre. Parce que moi, je l'ai vu en étudiant sur le site de Poly, comment les associations se sont essoufflées, et je vois qu'il y a des forces vives et il ne faut pas qu'elles s'essoufflent. Je comprends très bien la révolte de François, par exemple, comme sûrement de beaucoup de jeunes, mais je pense que ça vient des choix politiques qui ont été faits sur notre canton pendant des décennies. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'on arrête un petit peu de s'apitoyer sur ces choix et justement de proposer nous aussi des choses nouvelles. Bon, je pense aux jeunes, bien sûr, à vous donc, mais toute cette destruction de notre canton, elle a été faite par des choix politiques. Et il faut bien comprendre que, est-ce que vraiment la politique est importante dans la vie ou est-ce qu'il vaut mieux écouter le citoyen? Voilà. Alors, je vais répondre à votre propos par un exemple. Quand on parle de choix politique, justement, quand le SCOT sud-littoral a été voté, toutes tendances confondues, les élus ont voté un schéma d'organisation territoriale pour la côte exclusivement touristique. Alors, nous sommes tous ne pas avoir de grief contre l'activité tourisme ou les touristes, mais le exclusivement nous interroge. Déjà, annoncer leur intention de faire des choses ensemble et notamment comment ils appellent ça, non pas développer justement, de regrouper des moyens, etc. Je ne sais pas si vous étiez au courant de cette nouvelle-là, mais ça change un peu la donne, parce que ce qui veut dire que maintenant, la santé au niveau de la Côte-Vermeille va se réfléchir au niveau aussi de la grande région que sera Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Et ça veut dire aussi qu'il y aura très certainement, vu que ce groupe-là atteint une taille critique relativement intéressante d'un niveau financier, et là je mets de côté tout le côté humain, parce qu'eux ils réfléchissent comme ça. S'il y a taille critique, ça veut dire que ça va forcément intéresser des intérêts privés, et très vite. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous proposez et que faire? C'est déjà fait. Alors, le problème, oui, comme on entend, c'est qu'il y a des choses qui sont déjà faites. L'USAP, en tant que regroupement, existe et a été le bras armé de l'ARS pour créer cette situation. Comment dire? Il faut savoir quand même que l'USAP, c'est encore un regroupement d'associations locales.
Donc ces associations, l'association Santé en Côte-Vermeille notamment, qui regroupe le centre Lou Farber Soli et le centre Eliomaran Banyuls, pourraient très bien, comme elles ont décidé d'appartenir à l'USAP, décider de se retirer de l'USAP. Donc ça, moi c'est en tout cas ce que je conseillerais au conseil d'administration actuel, vu dans quoi l'USAP les engage. Ils vont être maîtres d'œuvre des travaux à Perpignan et l'USAP s'engagera que sur le plan financier. La responsabilité elle reviendra aux administrateurs d'ici, hein. Ce ne sera pas ceux de l'USAP. Donc voilà, moi ce qu'on propose c'est revenir en arrière. Ce que nous propose l'ARS et le schéma conduit sûrement par le ministère, c'est l'image qu'on ne veut pas du système privé, que les établissements sont rachetés par des grands groupes de pensions qui gèrent pour des intérêts financiers. Là-dedans, nous, on est de la viande et des chiffres. On est en train de faire pareil de ces structures associatives en faisant des gros conglomérats et qui finiront sûrement effectivement par être rachetés par du privé un jour. Donc nous, on est plutôt à prôner la déconstruction de tout ça et revenir à la gestion plus de proximité. Vous parlez de tourisme, mais si demain le vignoble de Banyuls disparaît, disparaît, parce qu'il peut disparaître, je veux dire, il suffit d'aller à Port-Bou pour voir qu'il y a eu des vignes et qu'il n'y en a plus. Le paysage, ça ne va pas être le même, quoi. Hein. L'attrait pour les touristes, je sais pas, ça va être de la garrigue, ça va être régulièrement brûlé d'ailleurs par les incendies. Après, si, ils seront contents parce que de temps en temps, il y a les Canadaires qui viennent éteindre les feux, donc c'est un beau spectacle. Mais s'il n'y a plus de vie, s'il n'y a plus d'habitants, s'il n'y a plus cette culture de la vigne et du vin, ben, je ne sais pas ce qu'ils vont foutre les touristes, quoi. Ils vont se faire chier, quoi. Bon, ils vont aller à Argelès, quoi, dans les campings. Parce que nous, on ne peut même pas faire des campings comme Argelès, je sais pas où on va les mettre, quoi. Donc, effectivement, et puis la vigne est en danger à Banyuls, parce qu'il y a un problème de transition écologique, on a le problème du désherbant, on est sur la fin du désherbant quand même, il va falloir trouver d'autres solutions, et il faudrait qu'on y réfléchisse, quoi. Et la profession n'a pas l'air de trop s'en soucier, globalement, hein, il y a quelques initiatives de ci, de là, bon, par exemple ce que tu parlais tout à l'heure par rapport à l'agropastoralisme, mais ça reste quand même très limité. Il n'y a pas une vraie prise de conscience des acteurs, des vignerons, quoi, de cette échéance qui arrive. Si à cela on ajoute les bruits qui courent, moi je ne suis pas coopérateur, donc je ne peux pas trop en parler, mais par rapport à ce qui se passe au GICB, on a beaucoup de soucis à se faire, quoi. Et enfin voilà, quoi, effectivement il n'y a pas de vision ce soir, quoi. Apparemment ça ne les intéresse pas, quoi. Merci, voilà. Il y en a un. Et un coopérateur. Il y en a un, oui. Ouais, d'accord. Quelques-uns. C'est le plus petit propriétaire de en surface. En surface. Mais heureusement qu'il y a encore les comment on les appelle, je ne me rappelle plus comment on les appelle le GCB, il y a 3 catégories. Il y a les plaisanciers, donc les plaisanciers. Et heureusement qu'il y a encore les plaisanciers qui bon, par passion du pays et parce qu'ils ont le respect de ce qu'ont fait les anciens, continuent à entretenir ces vignes-là, quoi. Mais c'est vrai que vous représentez quand même quelque chose, quoi. Après, pour ceux qui disent que de ça, si les bruits qui courent sont vrais, il y a des soucis à se faire, quoi. Donc, d'un côté, il y a du pessimisme, mais de l'autre, il y a des choses qui marchent. Il y a des vignerons qui marchent bien. Les vins de Banyuls sont vendus dans le monde entier. On n'en parle pas. On parle toujours de ce qui va mal, mais il y a des choses qui vont bien. Et peut-être aussi, il faudrait regarder du côté des choses qui vont bien. Pourquoi il y en a, ça marche, et pourquoi il y en a d'autres, ça ne marche pas.
Voilà, mais ça c'est la profession, ça dépend pas de vous, c'est toujours le même problème, c'est la citoyenneté. Si ça remonte pas de la base, ben, le politique il peut rien faire. Hein. Si, ou alors il étouffe, après il veut pas que la base s'exprime, ça c'est encore un autre problème, ça c'est le clientélisme, c'est autre chose. Non, mais si la base elle est essoufflée, de toute façon. Ben oui, voilà, donc c'est pareil pour la santé, on parle de la santé, mais la santé c'est traité comme la sidérurgie, c'est Florange maintenant ici. On en est là quoi. Vous, les malades, on s'en fout de ça, ce qui compte c'est le pognon. Et face à ça, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Bon, alors, c'est bien, on monte une liste, c'est bien, vous avez été courageux. Ben, il faut dynamiser, utiliser ce genre de levier, comme nous parlait monsieur, peut-être pour faire de la publicité et réunir tous ces viticulteurs pour justement leur faire prendre conscience de ces problèmes. Ils les ont, Oui, ils les ont, mais comme dit monsieur, ils n'en prennent pas conscience, ils n'en ont pas pris conscience. Le problème, je crois que c'est... Pour faire comparatif, il faut savoir aussi que les vignerons, leur paiement en janvier était ponctionné de 10%. Déjà. Et d'après les échos que j'ai, bon, qui sont à vérifier, il paraît qu'en juillet, les paiements, on ne sait rien. Ah, c'est ça, comment voulez-vous dans ces conditions, difficile d'avoir de l'espoir, mais en même temps, il faut s'accrocher. C'est un peu comme pour la lutte de Cerbère, si on n'a pas d'espoir, ben, ça y est, on se dit que dans 4 ans, on est à Perpignan, et enfin, dans 4 ans, non, j'aurais plus le droit aux soins si on se résigne. Des patients comme moi et bien d'autres n'auront plus le droit aux soins, carrément. Et donc des viticulteurs aussi, qui, s'ils se résignent aujourd'hui, n'auront peut-être plus de métier dans 5 ans, mais alors qu'en agissant, on a peut-être plus de chance et d'espoir de s'en sortir. Donc plutôt unis pour y arriver que chacun de ce côté de toute façon. Cette année, ça va être la conférence à Paris pour le climat. On est tous concernés, on peut tous à notre petit niveau faire des choses, et la collectivité doit, elle, se montrer encore plus exemplaire, la collectivité départementale et les autres au-dessus. Donc voilà, c'est aussi un devoir éducatif à tout niveau, on y revient. Je ne m'arrête pas à la question de l'élection, parce que je suis très peu électoraliste. Ce que je pense, c'est que je souhaiterais que vous soyez placés de façon à pouvoir être élus, mais pas trop, ou pas plus que moi. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire, c'est d'abord dire on continue, et puis dire pour continuer, on n'est plus 4 candidats, on est tous ceux qui veulent venir avec nous pour faire quelque chose. Et ce qu'on a dit tout à l'heure, les gens qui sont capables, les gens qui sont compétents, mais qui ont peur, mais qui croient que ce n'est pas possible, etc. Il faut arriver à les contacter, à les connaître, à les convaincre. Et ce que vous pouvez faire, c'est ce que quelques-uns peuvent faire avec vous, c'est d'avoir un rôle fédérateur, en sachant que c'est pas simple, que ça va pas vite, mais il y a quelque chose que je trouve d'intéressant, moi en ce moment, dans ce que je lis et dans ce que j'entends, c'est qu'on entend quand même beaucoup de gens qui disent qu'on veut agir dans la proximité, dans des domaines précis, hein, que ce soit les viticulteurs, que ce soit des gens qui montent des petites choses, etc. Donc, il y a à la fois beaucoup de désespoir et il y a des gens qui se disent c'est pas vrai qu'il n'y a pas d'alternative, il y a des choses possibles. Et je crois que c'est là-dessus que vous avez votre base. Tout à fait, c'était même un peu le précaré du début de notre démarche, c'est de dire, quel que soit le résultat, nous, derrière, on va continuer. On va continuer à essayer de fédérer, y compris pour moi, l'intérêt de l'association contre la délocalisation. On a essayé un peu tous les outils, tous les modes d'action possibles, et puis on arrive devant un mur, à la fin, il faut bien le dire. D'autres associations, d'autres rassemblements de métiers peuvent être dans cette même situation de blocage, et c'est effectivement en essayant de trouver une dynamique un peu fédérative, ça s'appellera, ce sera un groupe constitué ou pas, je sais pas ce que ce sera, quelle forme ça prendra, mais on a en tout cas
Audrey et moi, et je pense que tout le groupe avec moi, envie de continuer pour fédérer ce monde associatif et montrer que la force citoyenne qu'on veut représenter là aujourd'hui dans l'élection, elle peut vivre aussi au-delà et travailler tous ensemble pour faire l'avenir et construire l'espoir, même en dehors de l'action politique. De se mettre en place, une genre de décentralisation là, qui continue. Il va falloir inventer des nouveaux modes de gouvernance, ça c'est sûr, et ça va être dans les mains des citoyens. Donc par rapport à cette réforme, et c'est dommage que dans les médias et partout ailleurs, c'est très peu parlé. On va quand même voter à une élection où les compétences du département ne sont pas définies, c'est ce qu'a repris David plusieurs fois. On envoie un électorat dans des urnes alors que c'est un projet de loi qui est inachevé. Il y a des stratégies derrière, on le sait, il y a des découpages, voilà, des choses comme ça. Donc il y a beaucoup de choses qui dépassent les citoyens. Et la gouvernance, c'est important. Et c'est le rôle de tout le monde. Moi, je veux juste raconter une petite anecdote. J'ai vécu pendant 7 ans à l'étranger, au Canada. J'avais un permis de travail et un permis d'études. Pendant 7 ans, je me suis toujours intéressée à la politique, que ce soit ici ou là-bas. J'avais pas le droit de voter. Et à chaque élection, à chaque manifestation, tout ça. C'était dur d'être là avec les autres, mais le jour de l'élection, moi j'attendais à case, j'attendais à la maison et je regardais Radio-Canada et j'attendais les résultats à la télé. Et ça a été très dur. Tout ça parce que j'étais pas citoyenne canadienne, parce que j'avais juste un permis de travail et je me suis dit, c'est ça une politique d'immigration. C'est ça, être dans un pays où on n'a pas le droit d'aller s'exprimer. Et le fait d'être revenu en France, ça me ferait encore plus prendre conscience de qu'est-ce que c'est la citoyenneté. Quand on lit la liste citoyenne, juste de dire citoyenne, c'est avoir du pouvoir. Et peut-être pour conclure, avant que vous ayez d'autres choses à dire, moi je veux témoigner aussi en tant que citoyen handicapé faisant une campagne électorale, je peux vous dire que c'est un chemin de croix. On n'a pas... j'attends pas le tapis rouge, mais il y a des embûches. Il y a pas mal d'embûches et c'est effectivement très difficile. On n'est même pas prévu dans la nomenclature des élus qui doivent remplir le code parce qu'ils sont médecins, notaires ou je sais pas quoi. Moi, handicapé, il n'y a pas la case. C'est pas prévu. Donc voilà, ça vous démontre... Ça vous démontre un peu la difficulté et l'engagement qu'on a derrière, c'est qu'on donne beaucoup pour essayer d'arriver dans cette démarche et on le fait avec toutes nos convictions, nos tripes, ce que vous voulez, mais on y croit. Voilà. Merci à vous.